Bonsoir et bienvenue dans le Grand News, il est 20h20, bienvenue. Il y a 4 ans, la Turquie était encore le pays que beaucoup jugeaient d'exemplaire, notamment parce que c'était l'une des seules nations au monde qui conciliait islam et démocratie. Bref, la démocratie s'efface peu à peu et fait place à un régime autoritaire mené par le président Recep Tayyip Erdogan. Comment cela a-t-il pu se passer? C'est notre éclairage de ce lundi soir et il est signé David Castello. Il y a 10 ans, la Turquie était un pays que beaucoup jugeaient exemplaire. Laïque depuis les années 20, membre de l'OTAN, première économie de la région, c'était aussi l'une des seules nations du monde qui semblait avoir su concilier islam et démocratie. Mais depuis 4 ans, ce modèle est en train de s'effriter. La liberté de la presse est entravée, 10 000 internautes font l'objet d'une enquête, plus de 4 000 magistrats ont été révoqués. L'un des facteurs qui explique cet effritement, c'est la tendance autoritaire d'un homme, le président Recep Tayyip Erdogan. Un autoritarisme qui s'est renforcé au printemps 2013 lorsque la police a violemment réprimé les manifestations populaires place Taksim. Le pouvoir d'Erdogan ne cesse de grandir dans un contexte géopolitique instable. Alors, comment est-ce possible? Pour mieux comprendre, il faut d'abord regarder une carte. Frontalière de la Syrie et de l'Irak, la Turquie s'est retrouvée aux premières loges face à l'expansion du groupe État islamique, avec des conséquences majeures. Sur le plan interne, le pays a subi de nombreuses attaques terroristes, revendiquées ou attribuées à l'État islamique. À Surouk, à l'aéroport d'Istanbul, puis dans une boîte de nuit d'Istanbul. Et puis il y a le conflit syrien qui a réveillé le nationalisme kurde. Peuple sans État, réparti entre 4 pays, les Kurdes sont divisés, mais ils luttent malgré tout pour leur autonomie. Surtout, ils sont les meilleurs adversaires de l'État islamique sur le terrain. Les milices kurdes ont gagné des territoires, assez pour s'autoriser à rêver d'autonomie, voire d'indépendance. En Turquie, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, est en guerre ouverte contre le gouvernement d'Ankara depuis les années 80. Et il a profité de l'instabilité créée par le conflit syrien et l'État islamique pour relancer des attaques. C'est ce qu'il s'est passé à Ankara le 17 février 2016 ou à Istanbul le 10 décembre de la même année. Le PKK a aussi lancé une guérilla urbaine dans les principales villes kurdes, des combats qui ont fait fuir des centaines de milliers de personnes. Sur le plan extérieur, cette instabilité a eu des conséquences graves sur les rapports de la Turquie avec ses alliés occidentaux. Pour l'Occident, la crise aux portes de la Turquie présente un double défi. Défi militaire d'abord, il faut combattre l'expansion de l'État islamique qui s'est enraciné dans le chaos syrien et irakien. Défi humanitaire ensuite, il faut gérer le déplacement de millions de réfugiés qui fuient les combats. Depuis le printemps 2015, plus d'1 million de migrants majoritairement syriens sont arrivés en Grèce depuis les côtes turques. La Turquie héberge à elle seule 3 millions de réfugiés du conflit syrien. Pour faire face à ces deux défis, l'Occident a besoin de la Turquie, qui de par sa situation géographique, fait figure de rempart. Ankara a accepté d'aider ses alliés occidentaux sur chacun de ces points. Sur le plan militaire, en fournissant des bases aériennes aux avions de l'OTAN chargés de bombarder les positions de l'État islamique et en intervenant directement au nord de la Syrie, et sur le plan humanitaire, en empêchant migrants et réfugiés transitant sur son territoire de rejoindre l'Europe. C'est dans ce contexte très instable qu'a eu lieu du 15 au 16 juillet 2016 une tentative de coup d'État militaire. Alors que le président Erdogan se trouve en vacances sur la mer Égée, un groupe de militaires prend les armes pour le renverser. Le bilan humain de ce putsch raté est lourd. Environ 270 morts, dont une trentaine de putschistes, et plus de 2000 blessés. Le pouvoir turc attribue immédiatement la responsabilité de cette tentative de coup d'État à l'imam Fethullah Gülen, exilé depuis 1999 aux États-Unis, d'où il pilote une confrérie religieuse, Hizmet. Dès lors, les atteintes à la démocratie et à la liberté de la presse se multiplient. Plus de 120 000 fonctionnaires ont été limogés en raison de liens supposés avec Gülen ou avec le PKK, parmi eux 30 000 enseignants.
Le putsch raté et les purges qui ont suivi affaiblissent profondément la société civile, mais ils ont aussi renforcé la popularité et la marge de manœuvre d'Erdogan. En somme, si la Turquie est en train de basculer vers un système autoritaire, c'est parce qu'elle est piégée entre les ambitions de son président et un contexte de tension à ses frontières. Si le projet de réforme constitutionnelle caressé par Erdogan est adopté par référendum en 2017, le président obtiendra des pouvoirs illimités. La température d'une molécule n'est en réalité rien d'autre que la vitesse à laquelle elle s'agite. Ainsi, la température ambiante, les molécules de l'air atteignent la vitesse de, tenez-vous bien, 1800 km/h, comme nous l'explique Nina Beaujoire. Comment fonctionne un four à micro-ondes? Cuire un aliment relève de la chimie. La cuisson n'est en effet rien d'autre qu'une série de réactions chimiques entre certaines des molécules qui composent l'aliment. Ces réactions chimiques ne se déclenchent qu'au-delà d'une certaine température, et c'est pour cela qu'il faut chauffer les aliments pour les cuire. Un four traditionnel chauffe l'ensemble des molécules à la surface de l'aliment, et donc en particulier les molécules qui interviennent dans la réaction chimique. Bien sûr, le four ne chauffe directement que l'extérieur du rôti ou du pain. À l'intérieur du rôti ou du pain, la chaleur se propage de proche en proche jusqu'à atteindre le centre. Mais comme les aliments ne sont pas toujours très bons conducteurs thermiques, il faut chauffer lentement l'extérieur pour que la chaleur ait le temps de se propager dans l'aliment. Si on cuit trop vite un rôti, le centre reste saignant alors que l'extérieur est déjà carbonisé. Mais il n'y a pas que la chaleur qui permet d'augmenter la température des aliments. En fait, la température d'une molécule n'est rien d'autre que la vitesse moyenne avec laquelle elle s'agite. Une molécule qui ne bouge pas du tout est à la température la plus basse possible, ce que l'on appelle le zéro absolu, à 273 degrés Celsius en dessous de zéro. Dès que la molécule commence à s'agiter dans tous les sens, sa température augmente. Par exemple, à température ambiante, les molécules d'azote ou d'oxygène de l'air sont en mouvement perpétuel à une vitesse moyenne de 500 mètres par seconde, soit 1800 km/h. Donc, si l'on parvient à secouer une molécule, on augmente ainsi sa chaleur. Et c'est exactement de cette façon que procède le four à micro-ondes. À l'origine des fours à micro-ondes, il y a les radars. C'est en effet dans ce domaine qu'ont été développées des sources de micro-ondes, et en particulier le magnétron utilisé dans les fours. On peut voir le magnétron comme une sorte d'ampoule produisant de la lumière. Mais cette lumière ne possède pas une couleur visible par l'œil, c'est-à-dire située entre le violet et le rouge. Elle est située au-delà du rouge, au-delà même de l'infrarouge. Quand une molécule d'eau est plongée dans un tel rayonnement électromagnétique micro-ondes, elle se met à tourner. Mais dans le plat que l'on veut réchauffer, les molécules d'eau ne sont pas seules. Elles sont en contact avec les autres composants de l'aliment, comme les molécules de glucides, de lipides ou de protéines. Les molécules d'eau en tournant vont donc heurter d'autres molécules, leur céder une part de leur énergie, et ces molécules vont elles-mêmes commencer à s'agiter dans tous les sens. Et leur température va donc augmenter. Ainsi, de proche en proche, l'aliment va chauffer. Le processus est d'autant plus efficace qu'il y a beaucoup d'eau dans l'aliment. Mais c'est presque toujours le cas. Il y a par exemple plus de 80% d'eau dans une carotte ou une pomme de terre, plus de 50% dans une viande de bœuf, plus de 30% dans le pain. Si l'on utilise un four à micro-ondes pour cuire un rôti, on obtient un résultat très différent de celui d'un four traditionnel. Car le rayonnement traverse le rôti sans être atténué, et donc les molécules situées au centre du rôti s'échauffent à la même vitesse que celles situées en surface. Impossible avec un micro-ondes d'avoir une viande saignante à l'intérieur et saisie en surface. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, car le rayonnement micro-ondes est un peu atténué par les aliments, au point qu'il perd de son efficacité après avoir traversé 2 à 3 cm de matière. Donc une grosse pièce de bœuf de plus de 6 cm d'épaisseur ne sera chauffée au centre que par conduction thermique, comme dans un four traditionnel.
Sauf que la cuisson micro-ondes étant très rapide et la propagation de la chaleur par conduction relativement lente, le centre de notre pièce de bœuf restera quasiment froide. Le rayonnement micro-ondes peut être nocif pour la santé. Il faut donc s'assurer que très peu de rayonnement sort du four. L'enceinte du four est donc ce qu'on appelle une cage de Faraday, c'est-à-dire une cage métallique entièrement fermée. En particulier, la porte du four est munie d'un grillage aux mailles suffisamment serré pour ne pas laisser passer le rayonnement micro-ondes. Le rayonnement, émis depuis le haut du four, est donc réfléchi dans tous les sens par les parois du four. Il se crée des interférences et certaines zones du four ne reçoivent plus de rayonnement micro-ondes. Pour conserver malgré tout une cuisson homogène, le plateau d'un four à micro-ondes tourne sur lui-même, ce qui permet à toutes les parties du plat de passer dans les zones où le rayonnement micro-ondes est présent. Après François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Nathalie Arthaud de la lutte ouvrière, c'est au tour de Marine Le Pen, présidente du Front National, qui rejoint la liste des 500 parrainages. On voit tout ça avec Arthur Thirat pour Le Monde. Concernant M. François Fillon, candidat à la présidence de la République française, où il dit qu'il a le cuir solide et qu'il n'a peur de rien. On peut le voir toujours dans cette vidéo, tirant des coups de feu et en enlevant sa chemise en plein direct. On peut notamment le voir avec plein de tatouages antisémites. Regardez plutôt. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Pour résister à cette entreprise de démolition, je vous dis du fond du cœur, merci d'être là, merci d'être avec moi, merci d'être avec nous. Voilà, c'est la fin de ce grand news, mais vous pouvez retrouver cette rediffusion tout à l'heure à 1h. Pour ma part, je vous retrouve demain, mardi, puisque demain nous rendrons hommage à Jean Ferrat qui disparaissait il y a tout juste 7 ans, une édition spéciale donc lui sera consacrée. Merci de votre fidélité, je vous souhaite un très bon lundi soir.